Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire BioAbility qualité et certification. Nous allons attendre encore 2 minutes afin que d'autres participants puissent nous joindre. OK, bonjour encore une fois à tous et à toutes. Je m'appelle Zara Souam, je travaille à la Chambre allemande d'industrie et du commerce en tant que responsable pour le Business Desk Casablanca, en coopération avec l'initiative spéciale formation et emploi de la GIZ. C'est avec un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la deuxième édition de notre série de webinaires BioAbility qui est consacrée aux producteurs et entreprises qui souhaitent exploiter des nouveaux potentiels d'exploitation dans l'agro-industrie BioAbility. Je suis ravie de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui, Madame Mareike Brandt et Monsieur Aristide Chakunt de l'Alliance pour la qualité des produits en Afrique, qui vont nous parler des certifications de la qualité du produit et du bio nécessaire pour le marché allemand, et Monsieur Mostafa Danouane d'EcoQuality Maroc, qui vous présentera ensuite les certifications et labels marocains et les procédures à suivre pour aligner la loi bio-européenne. Ce webinaire est organisé en coopération avec la GIZ dans le cadre de l'initiative spéciale formation et emploi. Cette initiative était lancée par le gouvernement allemand et est connue aussi sous la marque Invest for Jobs. L'initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont le Maroc. Ici, l'initiative existe depuis 2018 et elle est mise en place par le projet Partenariat et appui aux moyennes entreprises de la GIZ. Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter notre fact sheet sur l'initiative que nous allons vous envoyer après ce webinaire et que vous trouvez aussi dans l'espace des documents à distribuer dans ce webinaire. Encore quelques informations concernant le déroulement du webinaire. Pendant le webinaire, je vous invite à poser vos questions ou commentaires dans le chat puisque tous les participants seront en mute pendant les présentations. Après les présentations, il y aura une discussion où nous allons répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre participation et maintenant, je vous souhaite un très bon webinaire et je passe la parole à Monsieur Chakunt. Merci Sarah, merci. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je suis Aristide Jimgou, conseiller technique à la GIZ, plus particulièrement dans le projet Alliance pour la qualité des produits en Afrique. Et je suis basé à Bonn. Peut-être avant de continuer, je suis accompagné par ma collègue qui pourrait peut-être brièvement se présenter avant que je continue. Mareike. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mareike Brandt, je suis conseillère dans l'Alliance aussi avec Aristide. Je suis responsable pour le nom de la qualité dans la chaîne d'approvisionnement. Merci. Parfait. Merci Mareike. Donc c'est avec un grand plaisir en fait que nous avons accepté l'invitation de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc pour élaborer sur la thématique des certifications et un peu plus particulièrement sur les certifications nécessaires pour accéder au marché de produits bio en Europe et en Allemagne en particulier. Nous allons aussi profiter de cette occasion pour vous présenter très brièvement le projet Alliance pour la qualité des produits en Afrique qui pourrait être intéressant pour certains d'entre vous. Et après quoi, ma collègue, Madame Brandt, donnera la présentation sur les certifications nécessaires pour accéder au marché bio de l'Union européenne. Mais avant de commencer, je voudrais bien
Si possible, Sarah, pourrais-tu, s'il te plaît, poster la question? Nous avons apporté une question. Nous voudrions bien savoir, en fait, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre démarche de certification. Donc, le plus gros défi euh, dans la démarche de certification. La question est bien évidemment un peu plus intéressante pour certains d'entre nous qui sont des représentants d'entreprises exportatrices ou alors de productrices, mais pour ceux-là aussi qui sont dans d'autres domaines, qui ont une expérience avec des entreprises exportatrices productrices, je serais aussi intéressé d'avoir un peu votre avis sur le plus gros défi de ces entreprises dans leur démarche de certification bio, Oui, entre autres. d'accord. Oui, alors on a lancé le sondage et oui, j'invite à tous les participants de répondre. Quel est le principal défi que vous rencontrez dans le cadre de la certification bio de vos produits? Manque d'assurance d'achat, manque de financement pour la démarche de certification, manque d'accompagnement technique et organisationnel, manque de connaissances de bonnes pratiques agricoles bio ou manque de connaissances sur les organismes certificateurs. On attend encore un peu. Euh, d'accord. Jusqu'à maintenant, la plupart répondent une manque de connaissances de bonnes pratiques agricoles bio Hmm, et aussi manque d'accompagnement technique et organisationnel. D'accord. Alors, on ferme le sondage et on voit le résultat. Oui, le la résultat. plupart, oui, c'est la manque de connaissances de bonnes pratiques et après un Hmm, manque d'accompagnement technique. hmm. Intéressant, c'est très intéressant. Aussi intéressant pour l'Alliance, vous allez voir pourquoi lors de ma présentation, que je vais commencer maintenant. Sarah, pourrais-tu, s'il te plaît, Mhm. aller au prochain diapo? Parfait, merci. Euh, en fait, l'Alliance pour la qualité des produits en Afrique est un projet de l'initiative spéciale Formation et Emploi dans un instrument de la marque Invest for Jobs. Et l'Alliance a été conçue comme un partenariat multipartite regroupant différents acteurs, entre autres du secteur privé et public, de l'infrastructure qualité et de la coopération au développement. Euh, Comme tout autre projet de l'initiative spéciale formation emploi, nous sommes financés par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Et dans le cadre de cette initiative, l'objectif est d'améliorer la qualité des produits dans nos pays partenaires, qui a été cité par Sarah au début du webinaire, et aussi d'améliorer l'accès aux services de l'infrastructure qualité. Euh, Sarah, si tu peux aller au prochain diapo. Parfait. L'Alliance, en fait, comme je l'ai dit, applique une approche multipartite pour la planification et la mise en œuvre de ces activités. Et les principales parties prenantes dans nos pays partenaires sont tout d'abord les entreprises exportatrices ou ceux-là qui sont dans la démarche d'obtenir des certifications nécessaires pour pouvoir exporter leurs produits, ou alors plus généralement qui souhaitent remplir les exigences de qualité demandées par leurs acheteurs européens. Et la deuxième partie prenante sont les autorités nationales qui nous aident très souvent à identifier les besoins des entreprises, aussi les besoins des infrastructures qualité, euh, qui nous aident, nous, à pouvoir mieux développer ou alors pouvoir mieux axer nos services selon les besoins du groupe cible. Et les troisième parties prenantes que je les ai mentionnées, les institutions de l'infrastructure qualité, sont ceux-là aussi avec qui très souvent sont des partenaires dans l'implémentation de nos activités, mais aussi un groupe cible quand il s'agit de renforcer leur capacité à mieux ou alors à élargir la gamme de services aux entreprises locales. Nos derniers parties prenantes au niveau des pays, de nos pays partenaires, sont des collègues de d'autres coopérations au développement, euh, justement parce que l'Alliance, en fait, n'a pas de structure sur le terrain, n'a pas de structure dans les pays. Nous travaillons étroitement pour l'implémentation de nos activités avec des bureaux externes ou alors des collègues ou alors d'autres projets de la coopération de développement dans les pays partenaires. Et cette collaboration est aussi nécessaire pour éviter de faire ce qui est déjà fait sur le terrain, donc pour ne pas redoubler d'efforts. Euh,
Donc, sont les parties prenantes majeures au niveau des pays. Sarah, si tu peux retourner. Parfait, merci. Donc, ça, c'est les parties prenantes au niveau de l'Afrique, ou alors dans nos pays partenaires. Les parties prenantes au niveau en tout cas en Europe, ou alors en Allemagne plus précisément, ce sont les entreprises aussi, les entreprises européennes, très souvent ceux-là désireuses d'investir dans nos pays partenaires ou alors de créer des relations d'affaires avec des entreprises productrices agricoles ou alors dans d'autres secteurs dans nos pays partenaires, mais qui ont justement dans leur démarche ce problème-là de qualité des produits qu'ils souhaitent régler pour pouvoir établir ou alors pour pouvoir acheter le produit chez leurs partenaires africains. Donc très souvent, ces entreprises européennes nous approchent avec ces challenges et sur la base de leurs besoins, nous développons une activité pour justement adresser les besoins en termes de qualité et de certification. La deuxième partie prenante au niveau de l'Allemagne, ce sont les associations d'entreprises qui très souvent servent d'intermédiaires entre nous et les entreprises que nous souhaitons justement adresser avec notre service au niveau de l'Europe. Et la dernière partie prenante, c'est bien évidemment le gouvernement fédéral qui est dans ce cas le bailleur de fonds. La particularité de l'Alliance, en fait, c'est que c'est implémenté par deux institutions. Donc, la GIZ, que moi et ma collègue Marak représentons aujourd'hui, et l'Institut national de métrologie allemande, PTB, est la deuxième institution, en fait, qui implémente l'Alliance pour la qualité des produits en Afrique. Le travail de la GIZ, en fait, est focalisé sur l'accompagnement des entreprises, donc accompagnement technique et organisationnel, mais aussi la subvention à la certification pour qu'ils puissent justement atteindre la certification nécessaire pour pouvoir exporter leurs produits ou alors en général répondre aux exigences de leurs acheteurs européens. Je vais un peu aller plus en détail dans le prochain diapo. Et la PTB, eux, se focalisent plus dans la collaboration avec les institutions d'infrastructure qualité. Donc là, c'est une démarche en fait d'améliorer l'accès à ces services. Donc, il s'agit très concrètement, par exemple, de l'assistance au laboratoire local pour qu'ils puissent élargir la gamme de services pour les entreprises locales, ou alors de travailler avec des institutions d'accréditation justement pour les mettre ou alors pour renforcer la capacité de sorte qu'ils puissent accréditer au niveau régional sans toutefois avoir besoin de faire venir des experts de d'autres continents. Le prochain diapo, Sarah, s'il te plaît, je pourrais peut-être aller plus en détail sur ces activités. Parfait. Donc là, j'ai apporté un petit aperçu en fait des activités un peu pour être un peu plus concret de ce qu'on fait au niveau de l'Alliance. Comme je disais tantôt, le volet GIZ en fait se focalise sur l'accompagnement technique ou alors en général la mise en niveau pour pouvoir justement obtenir ou alors atteindre le niveau d'être prêt pour un audit externe et de subventionner la certification selon le pourcentage de subvention dépend en fait de la situation financière de l'entreprise. Donc, au niveau de la GZ, les activités sont plus concrètement accompagnement technique à la certification, subvention de certification, les formations aux normes internationales pour accéder à de nouveaux marchés, ou alors aussi la formation à la gestion de la qualité en entreprise. Donc, c'est aussi peut-être important de préciser qu'il s'agit ici, il ne s'agit pas juste de certification de produits, mais aussi de certification de systèmes tels que ISO ou alors HACCP. Exactement. Et le volet PTB, en fait, les activités sont très souvent, ou alors PTB, l'Institut national de métrologie allemande, les activités, eux, sont très souvent axées sur l'accompagnement des infrastructures qualité. Donc, quand il s'agit d'un meilleur accès aux services d'essai et d'étalonnage, par exemple, un soutien pour améliorer la gamme d'offres de services d'essai. Nous avons un cas en Éthiopie où il s'agissait, par exemple, d'améliorer les services d'essai à la résistance à la lumière pour l'industrie du textile, qui était un service en fait qui n'était pas offert au niveau national, dont on avait besoin d'exporter le produit. Donc, c'est justement faire une analyse des besoins et puis sur la base de ces besoins, justement, développer les capacités de ces institutions de sorte qu'ils puissent répondre aux demandes des entreprises locales.
C'est un peu en général un peu ce qu'on fait. Et pour être encore plus précis, j'ai apporté un exemple un peu plus concret de projet en fait qu'on implémente au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Sarah, pourrais-tu s'il te plaît aller au prochain diapo? Merci. Donc ce projet en fait en Côte d'Ivoire, c'est un projet où il s'agit en fait de renforcer la capacité ou alors l'environnement de qualité euh, dans ces deux pays, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et d'accompagner les entreprises à la certification. Donc, le projet a 3 volets d'action et c'est un projet en fait qui est juste implémenté par le volet GIZ de l'Alliance. Donc, on peut dire que c'est un projet typique de la GIZ dans l'Alliance, mais il y a d'autres projets en fait qui sont similaires, mais qui sont un peu plus axés sur l'infrastructure qualité, mais qui est fait par la PTB. Donc, ce projet a 3 domaines d'action. Le premier domaine d'action, qui est aussi le plus important, c'est d'accompagner 30 entreprises à l'obtention de certifications nécessaires pour pouvoir exporter leurs produits vers le marché européen. Donc, il s'agit de 20 entreprises qui sont dans la démarche de certification de produits, entre autres le bio, Global Gap, Fairtrade, Smeta, et 10 entreprises qui sont dans la démarche de certification de systèmes, entre autres ISO 22000, ISO 9001 et ASAP. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces entreprises, on met à la disposition de ces entreprises des techniciens ou des experts qui les accompagnent ou qui les met à niveau et les prépare à l'audit externe. Et nous subventionnons l'audit dès que les entreprises sont prêtes à le faire. Justement, donc le but est justement qu'ils obtiennent cette certification qui est nécessaire pour pouvoir créer des liens d'affaires, des liens de business avec des acheteurs européens. Le deuxième domaine d'action, en fait, qui est un peu connecté à ce qu'on fait au premier domaine d'action, ou alors qui est le but, en fait, c'est de pérenniser les effets atteints au niveau du premier domaine. Là, il s'agit en fait dans le deuxième domaine d'action, de renforcer la capacité ou alors de travailler avec des experts locaux pour qu'ils puissent élargir leur offre en termes d'accompagnement technique pour les entreprises locales, justement pour éviter cette situation de toujours faire venir des experts de l'extérieur qui pourraient accompagner les entreprises pour les mettre à niveau pour des audits externes. Donc, dans le cadre de ce deuxième domaine d'action, nous travaillons avec 30 experts conseillers agricoles en Côte d'Ivoire et 30 au Sénégal et renforçons les capacités justement pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des entreprises dans leurs pays respectifs. Le troisième domaine d'action, en fait, qui entre aussi dans cette dynamique d'amélioration de l'environnement et de la qualité, c'est de renforcer ou alors de sensibiliser le secteur privé dans leur engagement dans le processus de normalisation locale. Donc, il s'agit en fait d'éviter d'avoir des situations où des nouveaux normes sont développées sans toutefois avoir une connaissance de ce qui est demandé par le marché. Et très souvent, dans ces deux pays, je ne sais pas si c'est le cas aussi au Maroc, mais dans ces deux pays, le secteur privé n'est pas vraiment intéressé par ces processus. Ce qui est dommage parce qu'à la fin, nous avons des normes développées au niveau national qui ne répondent vraiment pas, qui est éloigné en fait des réalités du marché. Donc, le but de ce troisième domaine d'action, c'est justement d'éviter cette situation, de sensibiliser le secteur privé à participer à ces processus de normalisation et justement pour avoir des normes à la fin qui répondent ou alors qui ne sont pas très loin des demandes du marché. C'est un peu en gros ce que j'ai apporté pour brièvement présenter l'Alliance et je vais passer la parole sans toutefois tarder directement à Marek pour continuer sur la partie un peu plus technique de la présentation. Et pour les questions-réponses, je suppose qu'on aura le temps après d'en parler. Donc, Marek, je te passe la parole. Oui, merci Aristide. Comme Aristide a dit, je vais vous parler de la certification par une tierce partie pour les produits bio pour l'exportation vers l'Union européenne. Sarah, prochaine diapo, s'il te plaît. Je voudrais commencer avec la raison pourquoi une certification bio est dans ces cas, la certification bio par une tierce partie est nécessaire en fait pour l'export. Prochaine diapo, s'il te plaît. Et je voudrais commencer par vous demander quel produit est bio. Celui-ci à votre gauche ou celui-là à votre droite. L'apparence seule ne permet
pas de la savoir. On ne peut pas voir quel produit est bio en fait. Alors, nous avons besoin d'un outil qui nous aide à rendre les différences visibles. Et ça, c'est le cas, ça c'est l'outil avec la certification bio. Prochaine diapo. Merci. La certification bio tierce partie signifie qu'une partie indépendante certifie la production si elle est conforme aux règles établies. La certification tierce partie pour le produit bio est devenue une exigence pour l'entrée sur le marché de nombreux produits alimentaires, surtout en Europe, et elle peut faciliter l'accès au marché des produits bio pour le producteur, le transformateur et aussi l'exportateur. Et elle aide aussi à gagner la confiance des consommateurs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le consommateur doit pouvoir avoir confiance dans la qualité bio d'un produit. Et les chaînes de production alimentaire sont devenus très complexes et ils englobent en fait aujourd'hui le monde entier. Alors, une sorte de preuve de la qualité sera nécessaire et aussi la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur doivent être assurées. Prochaine diapo. Merci. Comment on peut fournir cette assurance? Peut-être c'est simple par l'inspection et la certification par des organismes de contrôle indépendants. Mais cet organisme de contrôle doit être accrédité par exemple par l'Union européenne dans ces cas. Et ça, c'est généralement le service qu'ils fournissent. Ces organismes de contrôle vérifient le respect de la législation et des normes bio pertinentes et effectuent une vérification annuelle sur la place des pratiques agricoles et des registres et des documents correspondants tenus par le producteur. Prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. J'ai encore aussi des autres réflexions ou bien si vous voulez de petits conseils pour vous concernant la certification bio tierce partie. Demandez à vos importateurs ou bien vos importateurs potentiels de quel certificat ils ont besoin et quel organisme de contrôle ils préfèrent avant de commencer avec le processus en fait. Des autres certifications peuvent être nécessaires, par exemple des certifications sociales ou commerce équitable, des certifications pour la sécurité alimentaire, par exemple HACCP, et sur une production assurée, par exemple, comme Aristide a déjà dit, la certification Global Gap, surtout pour les fruits et les légumes. Consulter les organisations de soutien à l'exportation ou à l'importation, par exemple le Centre néerlandais pour la promotion des importations en provenance des pays de développement, CBI. J'ai mis le lien dans la présentation, dans le PDF. Obtenez le devis de plusieurs organismes de contrôle parce que les différences de prix peuvent être très grandes en fait. Commencez le plus tôt que possible avec la préparation pour l'application et l'inspection de votre exploitation et n'oubliez pas que la plupart des certificats doivent être renouvelés chaque année. Donc, il faut bien calculer les coûts, les avantages et les cash flow pour la certification aussi. Prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. Maintenant, je vais vous parler de normes et de labels de la législation biologique en Europe. Et je commence avec le label ou bien le règlement officiel. Prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. Alors, pour pouvoir vendre des produits bio sur le marché, dans le UE et les étiqueter comme tels, le producteur et les commerçants doivent se conformer à des réglementations spécifiques.
au niveau international, il existe des réglementations biologiques bien dans le EU, naturellement, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Suisse, en Inde, etc. Les principaux objectifs de normes et de réglementations bio sont de réglementer la production, la transformation et le commerce des produits bio. Et ça, c'est très important, c'est de protéger le terme biologique, car si ça n'existe pas, n'importe qui peut prétendre que ces produits sont bio, et ça, c'est malheureusement une chose qui arrive assez souvent. Prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. Vous voyez ici le logo et les principaux règlements concernant l'agriculture bio dans le UE. Les anciennes règles sont encore valables pour le pays hors de l'UE, ça veut dire le Maroc aussi, jusqu'à la fin de 2024. Prochaine diapo. Merci. Peut-être je vais passer celui-ci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Mais c'est dans le fiche PDF si vous êtes intéressé, c'est là. Une fois que la production biologique a été certifiée selon les règles de l'UE, ça veut dire de règlement officiel. Vous pouvez aussi choisir d'être membre d'une lab biologique privée de différentes associations en Europe. Le plus connu, comme vous voyez ici, en Europe, sont Naturland pour l'agriculture biologique, principalement pour le marché allemand, Soil Association pour le Royaume-Uni, BioSuisse pour la Suisse, et ou Demeter avec une orientation biodynamique. Et naturellement, plusieurs sont possibles et peut-être aussi nécessaires. Les normes privées en agriculture biologique ont été établies par les associations d'agriculture bio avant qu'il n'y ait de réglementation publique. Et ces normes sont généralement plus strictes que les réglementations publiques. Par exemple, ils ont plus exigeances que le règlement européen sur l'agriculture bio. Et je vais vous donner quelques exemples. Ces normes ajoute de la valeur en termes de qualité et de confiance des consommateurs, et les primes pour le produit bio avec un ou plusieurs labels privés sont souvent plus élevés aussi. Prochaine diapo, s'il te plaît. Oui, merci. Alors, je vais vous parler de différences par rapport au règlement européen sur l'agriculture bio à l'exemple de Naturland où j'ai travaillé avant la GIZ. Ils demandent à leurs producteurs, par exemple, la conversation de l'ensemble de l'exploitation, aussi la qualité, les natures et les sources de la fertilisation sont limitées et spécifiées. Il y a une liste positive pour les produits phytosanitaires autorisés. Il y a des règles plus strictes sur la rotation de cultures et des légumineuses. Il y a des règles pour la protection des écosystèmes et ils sont aussi des exigences sociales qui sont incluses dans leur réglementation. Prochaine diapo. Merci. Dans la suite, je vais vous parler du processus de certification. Prochaine diapo. Merci. Donc, si vous voulez vous certifier selon des normes bio dans de la Union européenne, vous devez tout d'abord trouver et envoyer une application à un organisme de contrôle autorisé par la UE. Après, l'inspecteur de cet organisme de contrôle va aller chez vous, le producteur, ou bien peut-être le transformateur, le exportateur, et va faire une inspection sur la place. Ça veut dire qu'il ou elle
va voir tous les documents, faire des interviews, va visiter le lieu de production, en particulier le terre agricole, et va faire un rapport d'inspection qui va être envoyé à l'organisme de contrôle, ça veut dire au bureau. Et là, les ou la responsable de certification, alors une autre personne valide tous les documents et va voir s'il y a de conformité ou bien de non-conformité pour arriver à une décision pour la certification. Et si le mode de gestion de cette exploitation bio est conforme aux règles de l'UE, les ou la responsable fournit une lettre de certification et un certificat UE au producteur qui est valable pour 1 an. Prochaine diapo. Merci. Enfin, j'aimerais vous parler de la certification de petits groupes de producteurs parce que nombreux d'exploitations en dehors de l'UE sont de petits producteurs de moins de 1 ou 2 hectares. Prochaine diapo. Merci. Et la certification tierce partie peut déjà, comme peut-être vous savez, prendre beaucoup de temps et être très coûteuse pour des agriculteurs individuels. Alors, le coût sera trop élevé pour le petit exploitant possédant 1 ou 2 hectares. Et il y a quelque chose qui s'appelle un système de contrôle interne et ça c'est principalement un outil pour la certification bio tierce partie qui permet de réduire le coût et le temps du processus de certification pour de petits groupes de producteurs. Alors, tout d'abord, le groupe entier est inspecté en interne et puis un externe par un organisme de contrôle. Prochain diapo. Oui, merci. La certification tierce partie est considérablement moins chère dans ces cas où on peut le faire avec cette certification en groupe, avec cet système de contrôle interne. Les petits exploitants peuvent réduire considérablement le coût d'inspection. Et en fait, plus de 700 groupes de petits exploitants commercialisent leurs produits dans le monde entier actuellement. Et plus de 500 000 petits exploitants exportent vers le UE avec ce système de certification en groupe et avec ce système de contrôle interne. Jusqu'à 70% de produits bio importés dans le UE proviennent de petits exploitants. Et pour le moment, il n'existe pas une alternative au SCI, système de contrôle interne, pour le petit producteur. Prochaine diapo. Merci. Il y a plusieurs critères pour la certification des groupes d'agriculture bio. La taille des groupes ne doit pas être trop petit, ça veut dire au moins 30 à 50 agriculteurs, car l'effort de mise en œuvre d'une SCI est assez grand. Et la homogénéité des membres est importante. La proximité géographique du producteur, le chaîne de production, le système de production et de produits doivent être comparables. Ils doivent avoir un canal de commercialisation commun. Et le groupe doit être organisé selon une structure démocratique, peut-être comme coopérative, et doit être le représentant légal de tous ses membres. Oui, prochaine diapo, c'est seulement de
de dire merci de votre attention. Et j'ai aussi préparé quelques ressources dans l'annexe. Donc, si vous avez de questions sur le règlement sur le règlement nouveau ou bien sur l'organisme de contrôle reconnu pour le Maroc, c'est dans l'annexe. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup Marek et merci beaucoup Aristide. C'était vraiment très intéressant et très utile et pratique, je pense. On a déjà reçu quelques questions, mais on va maintenant d'abord passer à Monsieur Danouane pour qu'il puisse vous présenter les prochaines étapes que vous pourriez prendre pour votre projet ici au Maroc. Oui, Monsieur Danouane, la parole est à vous. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui. Très bien. Ça marche. Bonjour. Alors, je suis Moustapha Danouane, je suis ingénieur de l'Université Kaiserslautern en Allemagne. Je suis producteur et exportateur de bio depuis 2012. Je suis président de l'association des producteurs des produits bio de la zone sud du Maroc. Je suis aussi vice-président de l'association marocaine des exportateurs de bio, commissaire du pavillon marocain du bio à Biofach en 2018 et 2019. Actuellement, je suis consultant en agriculture biologique et durable, surtout la partie certification avec des entreprises et des coopératives. Alors, j'aimerais bien parler aujourd'hui sur la loi 3912 qui correspond à la certification biologique au Maroc, notamment pour la production végétale et la transformation. On va même parler sur les produits du terroir pour le label marocain de l'ESTOC. Et on va parler sur l'accès au marché européen pour les produits biologiques et des produits de terroir en même temps. Voilà. C'est quoi une agriculture biologique? Je pense qu'on a abordé ce sujet plusieurs fois, mais c'est bien de le reciter. Le mode biologique a comme objectif la préservation de la biodiversité, surtout avec tous ces problèmes de changement climatique. Bien sûr, la protection de la santé et l'environnement, parce qu'au niveau de l'agriculture biologique, on n'utilise pas des produits chimiques, des produits génétiquement modifiés, on n'utilise pas des produits de synthèse, des engrais, ni de pesticides. C'est-à-dire que c'est un mode de production qui est très adapté à la santé et l'environnement. Et bien sûr, parmi les objectifs de la production biologique, c'est la conservation des ressources naturelles, notamment les nappes phréatiques, parce qu'on n'utilise pas des nitrates, il n'y a pas d'infiltration de pesticides au niveau des nappes phréatiques. Et aussi, l'agriculture biologique se base principalement sur les sols, parce que le concept de l'agriculture biologique, c'est nourrir le sol pour nourrir la plante, c'est-à-dire créer une biodiversité, augmenter le taux de la matière organique au niveau du sol. Un sol vivace peut vraiment signifier il va contribuer à la séquestration du carbone et la réduction des gaz à effet de serre. Bien sûr, l'agriculture biologique se base sur 3 fondements. Bien sûr, il y a pas mal de cahiers de charges, mais tous ces cahiers de charges se tournent autour de ces 3 points fondamentaux, c'est-à-dire l'interdiction des organes génétiquement modifiés, c'est-à-dire on ne doit pas utiliser des OGM. Heureusement, au Maroc, ils sont interdits même au niveau de l'agriculture conventionnelle. Il y a une interdiction des produits chimiques, c'est-à-dire même au niveau de la semence, on n'a pas le droit d'utiliser une semence traitée avec Thiram ou bien avec une autre substance. On ne doit pas utiliser des pesticides chimiques, on ne doit pas utiliser des engrais chimiques, c'est-à-dire pas de produits chimiques dans l'exploitation. Et bien sûr, il faut avoir une traçabilité très claire du semis jusqu'au consommateur final. C'est-à-dire on doit avoir l'historique du produit depuis le semis, depuis la semence, jusqu'à l'assiette chez le consommateur final.
L'agriculture biologique au Maroc, normalement, les opérateurs au Maroc sont certifiés selon le marché de destination. C'est-à-dire les gens qui vont exporter vers l'Union européenne, ils doivent avoir la certification européenne. Pour les gens qui vont certifier, qui vont exporter vers l'Amérique du Nord, avoir le NOP, BioSuisse pour la Suisse, etc. Pour les gens qui vont produire et commercialiser au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Maroc, ils doivent avoir la certification selon la loi 3912, la loi marocaine du bio Maroc. La loi marocaine 3912 est rentrée en vigueur en 2018. Et là, vraiment, comme objectif, c'est la valorisation de produits. Bien sûr, un produit certifié, il a plus de valeur au niveau du marché. Bien sûr, améliorer le revenu des producteurs parce que, comme Mme Brandt a dit, 70% des exploitations agricoles est gérée par des petits agriculteurs. C'est-à-dire, on essaie d'améliorer le revenu des agriculteurs grâce à l'agriculture biologique et la certification biologique. Il y a aussi un objectif qui est fondamental et qui rentre dans la nouvelle stratégie agricole, c'est la participation à la conservation de l'environnement et la préservation de la biodiversité, qui est vraiment qui est un dilemme maintenant. Et bien sûr, répondre à une demande qui ne cesse de croître. Il y a une niche au niveau national qui demande des produits biologiques parce qu'il y a vraiment une prise de conscience sanitaire, surtout après la crise de Covid. La loi 3912 se compose de 4 cahiers de charges pour la production végétale, la production animale, la production pour les produits transformés et bien sûr pour la production aquatique. Pour la cosmétique, il n'y a pas de cahier de charges pour les produits cosmétiques. Ici au Maroc, nous avons 2 organismes de contrôle qui sont accrédités pour certifier selon la loi marocaine, la loi 3912. C'est CCPB Maroc, c'est un organisme international italien qui est accrédité en Europe et maintenant aussi au Maroc, et EcoCert Maroc, qui est un organisme international, qui est l'un des leaders internationaux de la certification biologique et qui ont vraiment un bureau ici au Maroc. Les deux organismes de contrôle sont accrédités pour certifier, pour faire l'audit, le contrôle à la certification. Bien sûr, après une validation de la DDFP, c'est la Direction du développement des filières au niveau du ministère qui doit vraiment valider toutes les demandes de certification bio après avoir effectué les audits selon la loi 3912. La loi 3912 est très similaire à la loi européenne. Mais ce que j'aimerais bien ici préciser, ce sont les différences. Les différences entre les 2 référentiels, c'est-à-dire entre la loi 3912 marocaine et la loi européenne. Les différences qui sont vraiment fondamentales, qu'il ne faut pas négliger parce qu'ils sont très déterminants par rapport à l'obtention de la certification. Au niveau des audits, pour la loi européenne, on effectue un audit par an. C'est-à-dire, il y a un auditeur qui vient, qui fait le contrôle, qui fait le suivi des registres, qui visite les champs, qui fait le suivi des intrants et bien sûr, qui peut prendre des prélèvements des produits, bien des sols, etc. Et aussi, des fois, mais pas toujours, il y a un audit inopiné, c'est-à-dire l'auditeur, il vient une fois par an supplémentaire pour s'il y a vraiment des alertes ou bien aléatoirement pour faire des audits supplémentaires. Au niveau du Bio-Maroc, il faut faire un audit par cycle de production. C'est-à-dire le lot qu'on n'a pas vu lors de la visite de certification ne sera pas certifié. Et ça, ça va créer vraiment un petit problème pour les gens comme moi-même qui produisent des produits à cycle court, comme les plantes aromatiques initiales, parce qu'on a des produits qui ont un cycle de 2 mois, comme la coriandre et la nette. Et pour l'arboriculture, le maraîchage à long cycle, comme la tomate, il n'y a pas vraiment ce problème-là. Au niveau des intrants, les intrants, on parle des semences, on parle des traitements, des engrais organiques. Pour la loi européenne,
un intrant est autorisé s'il est certifié bio, c'est-à-dire le fournisseur de l'intrant a fait un effort pour certifier son produit. Et ça, normalement, c'est un cas qui est rare parce que la majorité des fournisseurs, ils vendent le produit au conventionnel et au bio, même s'il est un produit de base organique ou bien d'extrait de plantes, etc. C'est-à-dire l'intrant, selon la loi européenne, est certifié, soit il est certifié bio, soit il est validé par l'organisme de certification. Ce qu'on fait notamment, on envoie la fiche technique de produit, les informations sur la matière première et tout ça, la matière active aux organismes de certification, soit EcoCert, CCPB, etc., qui vont nous dire, voilà, ce produit est autorisé ou pas. Ça, c'est pour la loi européenne. Pour la loi marocaine, l'intrant doit être certifié par l'organe de certification et la DDFP, c'est-à-dire la Direction du développement des filières de production, et elle doit elle-même confirmer le produit. Et ça, vraiment, ça donne plus de crédibilité pour le produit et ça donne plus de sécurité pour l'utilisation des différents intrants parce que ça, c'est vraiment un grand problème. Le plus grand souci pour les exportateurs et le commerçant du bio, c'est le problème des résidus. C'est-à-dire il faut vraiment contrôler et voir l'intrant qu'on utilise parce que si on ne valide pas l'intrant, on est responsable des conséquences après la détection de résidus au niveau de produits finaux. Il y a quelques intrants qui sont interdits du point de vue religieux pour s'aligner aux coutumes et à notre culture, comme par exemple le sang de porc. Au niveau des registres de traçabilité, pour la loi européenne, tout registre est accepté, c'est-à-dire soit digital, soit analogue, soit des tableaux Excel, des tableaux Word, des bouts de papier. L'essentiel, c'est d'avoir une trace de produit, c'est-à-dire on peut faire le suivi de produits depuis l'achat de la semence, la plantation, jusqu'au consommateur final. Au niveau de Biomaroc, il y a une obligation d'utiliser le Canva livré par le ministère. Le non-respect de Canva est considéré comme une erreur majeure, c'est-à-dire ça nécessite automatiquement un audit supplémentaire. Et ça, vraiment, il a vraiment des raisons parce que, comme j'ai dit, la majorité des producteurs du bio sont des petits agriculteurs qui ne sont pas trop familiarisés avec l'enregistrement. Avec l'enregistrement, ils n'ont pas vraiment des canevas, des tableaux pour enregistrer leurs activités agricoles. C'est la raison pour laquelle le ministère a mis à la disposition de ces agriculteurs des canevas pour faire les enregistrements au fur et à mesure et d'une manière quotidienne. Au niveau des données de vente, pour la loi européenne, il faut indiquer les ventes à chaque audit, c'est-à-dire une fois par an. À chaque audit, on doit montrer nos ventes, nos factures, etc. Au niveau de la loi Biomaroc, il faut envoyer les ventes au ministère chaque 6 mois, en juin et en décembre. Comme ça, il y aura plus de suivi des ventes au niveau du marché local. Voilà, c'est grosso modo les grandes lignes des différences entre les deux lois. Bien sûr, il faut vraiment faire attention à ces points-là pour ne pas avoir de blocage au niveau de la certification. Il est important de savoir que la loi 3912 n'est pas reconnue au Nord. Ça, c'est vraiment la reconnaissance des cahiers de charges est devenue très compliquée au niveau de l'Europe, sauf la loi tunisienne qui était reconnue dans les années 90 par l'Union européenne. Toutes les lois de la certification, les cahiers de charges de la certification biologique à niveau international, ils doivent être alignés à la loi européenne. C'est-à-dire l'opérateur doit avoir une certification supplémentaire pour accéder au marché européen. Mais la majorité des exploitations au niveau national, ils font un mixte ils font un audit mixte entre la loi européenne et la loi 3912 marocaine. C'est-à-dire l'auditeur, il vient faire les deux. Comme ça, on se profite de la loi marocaine pour commercialiser au niveau national et pour se profiter de la subvention étatique. En même temps, on peut avoir la certification de l'international, soit pour le marché européen, pour faire de l'export vers les marchés de destination.
Pour la promotion des produits bio marocains, bien sûr, il y a des efforts remarquables au niveau, au niveau étatique, comme la participation des foires. On a toujours un pavillon marocain à la foire internationale du bio à Nuremberg, en Allemagne. Il y a des missions B2B organisées par Morocco Fodex, le ACCE, pour vraiment faire le lien entre les entreprises biologiques marocaines et des acheteurs potentiels au niveau du marché européen. Voilà, c'est en général ce qui concerne la loi marocaine et la promotion des produits bio à l'échelle internationale. Voilà quelques photos de la participation marocaine à BioFach en 2019. On a un grand spectre de produits qui regroupe la majorité de la production parce que la filière biologique au Maroc, c'est une filière transversale qui regroupe pas mal de filières. Voilà, pour le produit de terroir. Produit de terroir, comme définition de produit de terroir, c'est une matière première locale, des fois endémique, qui est transformée selon des méthodes ancestrales. C'est un produit qui a une particularité environnementale, souvent géographique ou bien culturelle, mais on parle plutôt d'une particularité géographique. Ici au Maroc, il y a pas mal de produits de terroir. Le plus fameux, c'est l'huile d'argan, le figue de Barbarie, le safran, l'eau de rose, l'huile d'olive, etc. Le ministère de l'Agriculture a fourni un effort remarquable au niveau de la labellisation de ces produits. En 2008, on a lancé la loi 2506 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité de produits agricoles. C'est les SDOC. Pour 50 indications géographiques protégées IGP, 6 appellations d'origine, ici label agricole. Donc on va voir la différence entre l'IGP et l'AOP. L'IGP, c'est l'identification géographique protégée, c'est-à-dire la production ou la transformation doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée. C'est-à-dire l'huile d'argan, il peut être produit dans la zone de l'Arganerie à Souss-Massa, mais il peut être vendu, il peut être transformé à Casablanca ou bien à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Il peut toujours avoir la labellisation IGP, l'identification géographique protégée. Il y a des exemples comme le fromage de chèvre de Chefchaouen, l'huile d'argan bien sûr, le clémentine de Bakan, etc. Il y a pas mal de produits qui sont certifiés selon la norme IGP. Par contre, la norme AOP, l'appellation d'origine protégée, la production et la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée. C'est-à-dire, le safran de Taliwin, ils doivent être produits dans la zone de Taliwin à Taroudante et la transformation doit être faite aussi dans la zone de Taliwin pour qu'il soit un produit AOP, une appellation d'origine protégée. On a d'autres exemples comme le safran de Taliwin, la rose de Qalat Mgouna d'Addis et l'huile d'olive de Tiyut Chedma. Voilà. Pour l'accès au marché européen, les labels SDOC marocains ne sont pas reconnus par l'Union européenne. Bien sûr, le producteur, il est appelé à avoir d'autres certifications reconnues comme le Bio Global Gap, etc. Normalement, les SDOC, c'est par rapport à l'organisation des filières. Surtout, on intègre un système de contrôle interne, on essaie de familiariser les gens avec la traçabilité. Vraiment, il y avait beaucoup d'efforts fournis par l'État pour la mise à niveau des agriculteurs dans les différentes zones du territoire marocain. Mais il faut avoir d'autres certifications pour commercialiser les produits au niveau international, notamment dans l'Union européenne. L'État a fourni pas mal d'efforts pour la commercialisation de produits, des multiples participations dans des foires comme chaque année la Semaine verte à Berlin en Allemagne, le CIAL à Paris, etc. Il y a pas mal de missions B2B entre les coopératives et les acheteurs potentiels. Et merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Moustapha. C'était vraiment très intéressant. Malheureusement, il nous reste que 6 minutes et je propose qu'on
qu'on passe à la partie des questions. On a reçu quelques questions. Alors, oui, je commence. Je pense que c'est une question à toi, Aristide. C'est est-ce que les missions que tu as présentées de l'Alliance sont disponibles au Maroc? Exactement. Donc, comme je disais lors de ma présentation, nous travaillons dans 8 pays, hein, donc les pays de l'initiative spéciale, entre autres le Maroc. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de démarrer nos activités au Maroc. Donc, mais si vous êtes intéressé, on pourrait déjà entrer en communication. Donc là, dans la présentation, nous avons laissé une adresse email. Je pourrais aussi directement laisser mon adresse email dans le chat pour ceux-là qui voudraient me contacter directement. Donc, on pourrait prendre ça en bilatéral. Très bien, d'accord, merci. Oui, on va vous envoyer toutes les présentations et aussi les coordonnées après le webinaire. Une autre question, parce qu'il y a des différentes certifications dans les différents pays en Europe. Pour être certifié, est-ce que je dois choisir un organisme certificateur du pays destinataire? Et aussi une question qui s'ajoute à ça, est-ce qu'il n'y a pas une vision en Europe pour rassembler tous les labels bio des différents pays? Oui, Marek, je pense que c'est plutôt pour toi. Ah, attends, maintenant, ça... Ah, maintenant. Oui. Je ne pense pas qu'il y a une tendance de faire tout le standard pareil, parce qu'il y a des différences, par exemple, entre Naturland, Demeter. Parfois, c'est possible que, par exemple, Bio Suisse, comment je peux dire, reconnaît. Je pense que le mot reconnaît Naturland. Et je pense aussi que, par exemple Flowserve reconnaît les exigences de Naturland faire pour le commerce équitable. Donc, il y a des tendances comme ça. Mais je ne pense pas qu'on va avoir sûrement un label privé. Et pour exporter des produits bio sur le marché européen, c'est toujours nécessaire d'avoir le certificat de l'UE tout d'abord. Parce que ça, c'est la fondation, je peux dire, pour exporter. Et l'autre question, c'était quoi? Oui, s'il y a la motivation de rassembler tout ça et oui, est-ce que je dois toujours choisir le pays destinataire, un organisme de ces pays pour... Est-ce que ça suffit aussi pour les autres pays? Ou est-ce que je dois avoir un certificat pour chaque pays? Ah, parce que nous avons une réglementation pour toute l'Union européenne, ce n'est pas nécessaire d'avoir de certificats différents. Donc, un suffit. D'accord, très bien, merci. Encore une question à Mostafa, c'est quelle est la procédure? Parce que tu as mentionné que pour la production cosmétique, il n'y a pas de cahier de charge. Alors, quelle est la procédure pour les produits cosmétiques ou... Oui, peut-être tu peux juste brièvement décrire ça. Il y a pas de cahier de charge au niveau national, au niveau marocain, mais parce que la majorité des gens qui font de la cosmétique, c'est plutôt pour le marché international. Ils sont certifiés selon la norme européenne. Il existe une certification européenne, américaine, etc. Sauf que le Maroc n'a pas encore mis en place une certification pour la cosmétique. D'accord, très bien. Alors, oui, la dernière question, c'est par rapport aux subventions pour la certification bio. Je propose, parce qu'on a de vous inviter déjà à nos prochains webinaires, parce qu'on aura aussi notre dernier webinaire de la série le 5 juillet et on parlera aussi
des subventions et financements au Maroc pour les produits bio et les produits du terroir. Et une dernière question, je viens de l'avoir pour la certification bio au Maroc. Est-ce que l'ONSA est obligatoire? Peut-être Mustapha, juste brièvement avant de clôturer. Il n'y a aucune relation entre le bio Maroc et l'ONSA. C'est une certification, c'est pareil. Sauf l'ONSA, il est concerné au niveau pour obtenir la certification de non-traitement pour réduire la période de conversion. Et c'est elle qui contrôle au niveau des points de vente. D'accord, très bien, merci. Il n'y a pas de relation avec la certification. D'accord. Alors, oui, j'invite tous les participants à contacter nos intervenants aussi après ce webinaire si vous avez encore d'autres questions ou commentaires. Et je remercie vraiment beaucoup à nos intervenants. Je pense qu'on a eu des présentations très intéressantes et des outils très pratiques. Et oui, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.